c'est moi qui animerai ce webinaire qui visera à présenter une approche écologique et capacitante du design pédagogique. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Didier Paclin. Je prends quelques minutes pour vous le présenter. Alors, M. Paclin est professeur titulaire de la chaire de leadership en pédagogie de l'enseignement supérieur de l'Université Laval. Il conduit depuis plus d'une trentaine d'années des études et des recherches sur la transformation des pratiques d'enseignement et d'apprentissage en contexte numérique. Une trajectoire qui s'intéresse tout particulièrement aux personnes étudiantes et enseignantes à leur multiples diversité. Alors, ces travaux portent sur l'analyse de la complexité des processus d'appropriation des outils dans l'IA générative et des dispositifs numériques pour la formation et l'apprentissage dans les contextes formels et non formels en présence et à distance. Son intérêt scientifique se porte également sur la dimension spatiale de l'expérience d'enseignement et d'apprentissage, se concrétisant par plusieurs études et publications sur le sujet. Il a été expert auprès du ministère français de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les questions de pédagogie et du numérique. Il a contribué à la mise en place de l'Université de l'Ontario français en participant à la conception de la signature pédagogique, au design spatial et à la conception et la mise en œuvre de la première formation offerte par ce nouvel établissement. Dans une dynamique collaborative, il assure également la présidence de la section Amérique de l'Association internationale de pédagogie universitaire. Alors, Monsieur Paclin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, avant de vous céder la parole, je vais seulement informer les personnes qui nous écoutent que si vous souhaitez poser des questions en cours de route, nous vous invitons à utiliser le clavardage tout au long de la présentation de M. Paclin, qui pourra y répondre soit à la fin du webinaire ou en cours de route, là, selon la nature des questions. Si vous préférez poser votre question de vive voix, alors vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône de la main et nous vous céderons la parole lorsqu'on sera en période de questions. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Monsieur Paclin, à vous la parole. Oui, merci, merci Céline, merci Marie-Ève pour l'invitation. Je vais débuter par un partage. Voilà. Je pense que tout est beau pour vous. Oui, c'est Euh, excellent. voilà. Donc, merci de m'inviter à partager avec vous quelques réflexions, bon, issues aussi de quelques travaux qui concernent l'évolution des pratiques d'enseignement et d'apprentissage et dans une perspective assumée. Et je reviendrai aussi sur les termes à la fois une perspective écologique et une perspective capacitante. Essayer de comprendre aussi pourquoi, à mon avis, il est important de s'intéresser à ces questions-là aujourd'hui, considérant un certain nombre d'évolutions. Donc, la présentation qui est prévue pour environ 40-45 minutes, on s'entend. N'hésitez pas s'il y a des questions, si il y a quelque chose que vous avez envie de dire, etc. Tout peut se dire pour autant que ce qui sera dit dans le respect. Donc, tout ça, soyons très à l'aise avec. Donc, qui suis-je? Moi, je suis une personne, comme ça a été dit rapidement, qui s'intéresse à la question de l'enseignement, de l'apprentissage, bon, actuellement au poste secondaire, mais ayant aussi abordé ces dimensions-là, comment dire, au secondaire dans une vie antérieure et très intéressé et très engagé aussi dans les utilisations, les non-utilisations des technologies et ce depuis plusieurs dizaines de printemps. Donc tout ça, ça m'a amené aussi à travers ces évolutions, mais à se dire, mais qui sont les personnes étudiantes aujourd'hui? Pourquoi se poser cette question-là? Ben, c'est une façon de se rappeler aussi pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là que nous soyons enseignants, enseignantes, conseillers, conseillères pédagogiques ou d'autres statuts. Et je sais qu'il y a des personnes qui, j'ai vu autour de la table virtuelle, qui aussi sont engagées dans les études. Euh, L'enjeu, c'est peut-être de se dire, mais au fond, aujourd'hui, qui sont ces personnes étudiantes et en quoi il est important, opportun, pertinent de se poser cette question. Il y a depuis plusieurs années un intérêt, un attrait pour ce que l'on appelle la diversité. La diversité du public étudiant qui, je veux dire, dans ses déclinaisons, dans ses définitions, comment dire, aborde de plus en plus des dimensions plurielles, variées,
qui dépasse les simples, comment dire, dimensions originelles de l'âge, des parcours d'études, de l'origine, des conditions socio-économiques, pour, comment dire, considérer pas tant les diversités, mais ce que je préfère appeler au fond les singularités plurielles. Parce que depuis tout temps, je veux dire, dans une salle de cours, dans une salle de classe, quel que soit le niveau, il y avait des singularités. Sauf que là où il était accepté, ou en tout cas plus ou moins accepté, que chacun adhère à la conformité qui était quelque part imposée par l'organisation éducative, force est de constater aujourd'hui que cette imposition ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne plus pour différentes raisons sur lesquelles on va tenter de revenir dans le cours de cette présentation. Donc, un public qui bouge, un public dont les caractéristiques évoluent, un public dont les besoins, les attentes, les situations évoluent également. Et il- pour ça, à mon avis, il peut être intéressant justement de comprendre un petit peu quelles sont les évolutions, quelles sont les principales évolutions qui sont observées, puis en quoi ces évolutions participent-elles de la mise en défi à la fois des organisations et à la fois également des communautés éducatives, qu'elles soient enseignantes, qu'elles soient conseillères pédagogiques ou de toute autre nature. Je voudrais revenir à ce stade-ci sur quelques défis majeurs. L'un des défis qui existait avant comment dire, l'émergence, la déferlante en novembre 22 d'un outil ou d'un célèbre outil d'intelligence artificielle générative, que je nommerai pas là, mais dont vous connaissez tous l'acronyme, là, on voit bien que depuis, on va dire, une trentaine d'années, parce que ça, on peut remonter à ça, c'est que de plus en plus les activités du quotidien, dans les activités professionnelles, mais aussi et notamment les activités d'enseignement et d'apprentissage, sont colonisées par le numérique. Enlever le numérique aujourd'hui, ben, ça devient un petit peu compliqué. Par exemple, nous ne pourrions pas être ensemble là. Mais à la fois, nous acceptons, comment dire, le type d'expérience que nous vivons, quand bien même pour certains et certaines d'entre nous, peut-être aurions-nous préféré nous déplacer dans un lieu, arrivant dans un local physique, voyant qu'au fond du local, il y avait des viennoiseries, du café, etc. C'est sûr que cette évolution de l'expérience, on en accepte les conséquences parce qu'il y a un gain qui est, je veux dire, perçu, vécu à côté de cela. Une colonisation numérique, pour terminer sur ce point-là, qui se traduit par quelque chose, comment dire, qui est assez singulier, qui est ce que l'on appelle la porosité. C'est-à-dire que là où l'institution éducative, quelle qu'elle soit, était une institution, au fond, ce qu'on appelle un système clos, pas forcément ignorant du monde extérieur, mais qui avait son fonctionnement propre, etc. Bien, de plus en plus, comment dire, la porosité, c'est-à-dire par le numérique, ben, signifie qu'il y a des circulations d'informations entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ça, c'est un premier élément, et bien sûr, je reviendrai rapidement dessus tout à l'heure, qui est augmenté avec la présence de ces fameux outils dits d'IAG. La deuxième évolution également liée et consécutive aux caractéristiques aussi, en tout cas qui sont corrélées, il n'y a pas forcément de lien de causalité, mais il y a des corrélations que l'on peut établir, qui est l'évolution du rapport au savoir et surtout du rapport à l'apprendre. C'est-à-dire avec, comment dire, des attendus qui sont différents. L'autre élément, qui est important à considérer pour penser le design pédagogique aujourd'hui, penser l'évolution de la forme universitaire en général, c'est d'accepter aussi que du fait, entre autres, et pas que de la porosité, mais aussi du fait que je peux réaliser des activités en dehors de certains lieux, eh bien, on va observer, comment dire, une multispatialisation de l'ancrage des activités d'apprentissage par les étudiants et les étudiantes. Une multispatialisation qui correspond à une diversité de contextes, mais qui correspond aussi à une diversité de besoins, à une diversité aussi de design pédagogiques qui sont proposés. Le quatrième défi qui me semble important à considérer ici, c'est le défi de l'accélération des temporalités. Et c'est vraiment, s'il y avait un défi aujourd'hui, c'est peut-être celui-ci. C'est-à-dire une accélération des temporalités dans une société que l'on nomme une société du flux versus jusque dans bah, la deuxième moitié de la deuxième moitié du XXe siècle, la société du stock. Eh bien, une société du flux qui fait que les choses vont vite,
on veut être partout et avec cette accélération permanente. Et là, on voit apparaître en termes de défi un défi qui résulte d'un antagonisme, qui est l'antagonisme entre la rapidité technologique, la rapidité à réaliser, le besoin de performance immédiat, qui vient quelque part en contradiction, en tout cas qui peut être posé comme un paradoxe, un antagonisme, de la temporalité de l'apprentissage qui, elle, est une temporalité beaucoup plus longue. Donc, comment, dans un contexte d'accélération, de diversification de public, de diversification de pratiques, eh bien, repenser le design pédagogique de façon à maintenir notre mission première, qui est permettre à l'autre d'apprendre, c'est-à-dire de développer ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-faire, ses savoir-être, ses capacités, d'être en capacité justement d'être compétent dans certaines situations. Et à cela, comme si ce n'était pas suffisant, eh bien, euh, s'ajoute en quelque sorte l'accroissement de l'anxiété. Et là, non pas qu'on soit mal pris avec ça, mais ça vient en quelque sorte rajouter une dimension supplémentaire à, comment dire, oui, la complexité en tant que telle face à laquelle nous sommes aujourd'hui en tant que pédagogues confrontés, c'est-à-dire comment considérer toutes ces dimensions-là pour faire en sorte que l'expérience d'apprentissage et d'enseignement soit la plus positive possible, en tout cas profitable au sens cognitif, affectif, je veux dire, à l'ensemble des acteurs. À la fois, il y a une évolution qui est, telle que je viens de le dire, à grands traits importante, et puis je n'ai pas mobilisé, bien sûr, les statistiques autour des 10 pratiques dysorthographiques, TDA, etc., qui participent, comment dire, des diversités qui sont aujourd'hui comment dire, considérées. Mais malgré le fait qu'il y ait ces diversités qui soient présentes, qui soient documentées, qui soient reconnues même, la forme universitaire a du mal à bouger. Tout à l'heure, en présentation, en vous attendant toutes et tous, nous discutions avec Céline qui ben, mentionnait, comment dire, la non-facilité à repenser des espaces dans des environnements donnés. Et ça, il y a un enjeu, c'est-à-dire un enjeu que nous avons toutes et tous, comment dire, à relever collectivement, c'est comment quitter cette forme universitaire qui est fondée sur une unicité de temps, pardon, qui est fondée sur la synchronie, dans des espaces comment dire, qui sont surtout des espaces dans lesquels il faut se conformer, même si on sait que les salles d'apprentissage actif, etc., sont bons pour le corps et le moral, c'est pour le dire un peu à la blague, mais avec aussi un ancrage dans le rapport au savoir qui est quand même euh, majoritairement fondé, veut pas, sur la posture de la magistralité qui, comment dire, organise, fonde des actes de transmission et de réception dans un système de règles et de rapports sociaux qui sont très verticaux. Donc aujourd'hui, à la fois, comment dire, ce modèle existe, il est construit depuis des siècles et des siècles, et c'est pas facile de débranler les colonnes du temple, et à la fois, on sent bien que ce temple doit être ébranlé de façon à pouvoir, comment dire, accueillir non pas l'intégralité des diversités, parce que n'oublions jamais que nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'acteurs du système éducatif, régler toutes les problématiques humaines, humanistes du monde, mais qu'il nous appartient, malgré tout, d'en saisir certaines, parce que certaines nous appartiennent. Et ce qui nous appartient, me semble-t-il, c'est entre autres de savoir, mais qu'est-ce qui change? Alors c'est sûr que ce qui change, c'est des caractéristiques apprenantes, j'en ai dit quelques mots. Ce qui change aussi, c'est le rapport au savoir, et ce rapport au savoir et le rapport à l'apprendre, surtout, qui ne sont pas la même chose. Si vous voulez, dans les questions, on pourra revenir là-dessus, mais dans un rapport à l'apprendre qui fait qu'il y a une appétence pour les pédagogies actives, pour des apprentissages plus actifs. Au fond, il ne s'agit pas uniquement de dire je vais faire telle chose, des simulations, mais d'ancrer, comment dire, l'expérience dans une expérience qui se veut plus engageante, mais également plus engageante dans toutes les dimensions de l'individu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de faire des simulations via réalité virtuelle pour rejoindre cet attendu d'apprentissage actif, mais de considérer l'ensemble des dimensions, comment dire, qui participent à l'apprentissage, dont les dimensions corporelles. Et puis, bien entendu, je veux dire, dans ces évolutions, cette question de la porosité, de l'ubiquité technologique et du fait même que
cette technologie souvent nous amène ailleurs. Je m'explique pour exprimer, pour expliciter ce point. Amener ailleurs, c'est l'un des gestes que nous faisons le plus au quotidien, c'est la caresse du cellulaire. Combien de fois vous touchez cet objet tel un doudou numérique? Alors, on ne va pas rentrer dans une psychanalyse collective, etc. Mais cet objet-là, au fond, nous dirige beaucoup. Et là où je veux en venir avec cette question de l'ubiquité et du design pédagogique, c'est comment penser ces dimensions-là dans un design pédagogique pour faire en sorte que, bien sûr, ces outils-là sont là. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas des cellulaires dans les sphères éducatives. Non, pas du tout. Mais comment s'inscrire dans des pratiques, dans des démarches dans lesquelles on accepte le fait, l'idée, et qu'on incorpore des situations dans lesquelles on apprend sans ce type d'objet, dans une perspective plus, comme dirait Olivier Amand, de robustesse. Donc nous sommes dans ce contexte-là, un contexte qui est documenté, et j'ai pris ça depuis 10 ans. Il y a des travaux avant, mais on sait depuis 10 ans, au fond, ce qui est attendu par les personnes étudiantes. Par exemple, au terme d'engagement, que des liens soient davantage, comment dire, resserrés, explicites entre la théorie et la pratique, qu'il y ait davantage d'adaptation au projet professionnel, tout comme, je veux dire, des recherches d'un apprentissage actif, mais au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas tant l'apprentissage actif, c'est que le fait de poser des challenges, c'est-à-dire de mettre les apprenants, les apprenantes, les étudiants, les étudiantes en situation d'atteindre les limites de l'exercice, de leur capacité, de leur connaissance, pour prendre conscience de l'intérêt, de l'importance d'aller plus loin dans la maîtrise des savoir-faire et des savoir-faire. Tout comme, je veux dire, l'un des enjeux, c'est en quelque sorte de travailler aussi sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et également de réinviter à la table pédagogique la notion de plaisir d'apprendre. Et ça, on voit bien que ce sont des éléments importants, surtout dans des contextes dans lesquels comment dire, le pourcentage d'une population étudiante qui est en quelque sorte, qui présente des symptômes ou des syndromes, et ce n'est pas la même chose, de situations anxieuses. Bon, les chiffres, c'est 30, 37 et 50%, ça dépend comment, bien sûr. Mais imaginons quand même un tiers de la population, mais on voit bien comment aussi le design pédagogique est à penser dans cette perspective. Et dans une perspective aussi où le social reprend du sens, et notamment le social reprend du sens entre les personnes étudiantes. Et là, on a un enjeu actuellement, notamment avec, comment dire, la présence des outils du numérique, dont les études nous disent que ces outils-là ne sont pas forcément, et très peu et très rarement, des vecteurs de reliance entre des individus, c'est-à-dire qui soutiennent la relation pédagogique et comment dire, les interactions d'apprentissage. Donc, bien sûr, le design pédagogique, et c'est l'objet du propos, le repenser dans un apprentissage qui est somme toute assez ancienne, hein, je vous renvoie à dire oui, mais même avant, je veux dire, des principes de l'école mutuelle, etc., l'enseignement mutuel, pardon, ou d'autres choses qui étaient déjà, qui avaient ces ferments-là, c'est-à-dire d'apprendre par l'action, mais d'apprendre par l'action dans une perspective aussi et en assumant ce terme, c'est-à-dire de redévelopper le désir et le plaisir d'apprendre. Ce que Saint-Augustin, et je le nomme non pas pour, je ne l'ai jamais rencontré, vous imaginez bien, mais parce que cette notion de la libido du savoir, c'est-à-dire de ce désir d'apprendre, est au cœur d'un apprentissage profond et d'un apprentissage réussi. Et ça amène, bien entendu, à tout un ensemble de dimensions à considérer. À considérer dans un contexte où les personnes étudiantes ont développé, et notamment dans la période post-pandémique, un nouveau rapport à l'institution dont on voit bien que là où on parle de télétravail pour les employés, eh bien, je ne vais pas revenir à ce vieux terme de téléapprentissage ou de téléenseignement, mais pour être dans la même dynamique de propos, dans le même niveau de propos, de dire, mais oui, il y a, comment dire, un rapport différent à l'institution qui s'opère et qui se traduit notamment par la multispatialité. Ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est documenté, c'est comment les personnes, comment dire, apprennent dans différents espaces, dans différents lieux, etc. Et là où nous avions souvent et conventionnellement
des designs pédagogiques qui étaient fondés sur je fais un design pédagogique et implicitement, mais vraiment implicitement, ça va se passer dans un local fermé puis il ne se passera pas grand-chose autour, eh bien, moi, l'invitation que je nous fais collectivement, c'est à considérer l'expérience, non pas uniquement dans l'espace de classe, mais comme étant quelque chose qui est distribué dans une diversité de spatialités. Parce qu'on voit bien qu'il y a une distanciation spatiale, tout comme s'opèrent des désynchronisations et une forme de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la question qu'on peut se poser, je ne veux pas nous faire peur, mais imaginons que la valeur des parchemins, des diplômes délivrés par les établissements perdent, comment dire, d'importance, d'intérêt sur le marché de l'emploi. C'est sûr qu'il y a de grandes questions à se poser quant à l'évolution de nos pratiques. Et ça nous amène, en termes de design pédagogique, à se dire, mais au fond, les caractéristiques étudiantes bougent, le rapport à l'institution bouge. Peut-être qu'une façon d'appréhender les choses, c'est de se dire, mais quelle est, dans mon design pédagogique, comment je vais penser la valeur ajoutée à la coprésence? Je dis coprésence, non, ne concluez pas qu'il s'agit de la présence physique, mais au fond, de partager un espace-temps social commun à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité asynchrone et tout. Mais au fond, ce qui semble important, c'est de réinviter le social dans les activités. Et d'autant plus que nous sommes dans un contexte où il y a un objet technique qui s'est invité un peu rapidement, qui a poussé un peu les convives autour de la table en disant, hop, 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 là, il y a ma place et moi, je vais me mettre ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe derrière ça. Des études sont en cours, des résultats sont déjà disponibles, etc. Toutefois, ce qui est important, c'est que d'aller objectiver les choses. Si vous voulez en savoir plus, je vous partagerai des résultats d'études qui sont faites avec plusieurs acteurs, appuyées sur l'analyse de 11 418 réponses, qui nous permettent d'avoir, comment dire, un éclairage de ces outils-là. Et pourquoi je fais cette petite incartade ou insertion dans cet objet IA? Parce qu'on voit bien comment ces outils participent de ce mouvement de l'évolution du rapport à l'apprendre, du rapport aux autres, du rapport à l'institution. Ou, comment dire, l'enjeu qui est posé, et en termes de design pédagogique, qui est un enjeu majeur, c'est au fond de re-questionner la place de la nature des apprentissages et la place des évaluations dans notre design pédagogique. Je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez dans les règles. Parce que l'enjeu aujourd'hui du design pédagogique, dans ce contexte de diversification des caractéristiques, des besoins, des attentes, dans ce contexte de présence d'outils qui semblent permettre d'aller plus vite et de faire à notre place, bien, l'un des enjeux du design pédagogique, peut-être, et pas le résumer uniquement à ça, mais c'est comment penser un design pédagogique qui limite les risques actuels que l'on observe de perte d'autonomie et donc de déresponsabilisation cognitive des personnes étudiantes. Déresponsabilisation cognitive qui a des conséquences, je veux dire, que j'ai voulu formuler dans ce schéma-là, autour de la diminution, comment dire, de la capacité à résoudre de façon autonome, la superficialité des apprentissages, etc. Pourquoi je vous partage ces éléments-là? Parce que, bien entendu, dans mon propos, il n'y a aucune remise en cause comment dire, des principes d'alignement pédagogique, etc., de Biggs et d'autres, etc. C'est pas ça. C'est plutôt de se dire, mais pourquoi, et vous partagez des repères sur quel est l'intérêt qu'il y a à repenser différemment le design pédagogique aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde, dans notre quotidien, pour penser différemment le design pédagogique. Mais parce qu'il se passe tous ces éléments-là et qui viennent en quelque sorte perturber la fameuse forme universitaire que j'évoquais tout à l'heure. Et tout ça dans une perspective où on voit bien qu'il est important d'avoir une approche, comment dire, holistique de l'expérience étudiante, où non pas qu'il ne s'agisse pas, comment dire, de maintenir l'effort dans l'apprentissage, parce qu'on n'apprend pas sans effort, parce que ça nous remet en question, etc. Ça, c'est consubstantiel de l'apprentissage. Mais comment prendre en compte les dimensions de bien-être, considérant, comment dire, les dimensions anxiogènes qui sont évoquées par plusieurs personnes, comment aussi dans cette situation de risque de délitement, en tout cas d'évolution de la relation sociale, comment faire en sorte que les designs pédagogiques participent
au maintien de cet ingrédient nécessaire à tout apprentissage qui est la socialisation, la confrontation, la discussion, l'échange, mais aussi comment, dans nos designs pédagogiques, dans un contexte de multiplication des distractions, dans un contexte du flux que j'évoquais tout à l'heure, ben, comment penser, comment dire, les pratiques dans ce contexte d'engagement, de persévérance qui, bien sûr, pour considérer les diversités qui étaient évoquées tout à l'heure, bien puissent être suffisamment ouverts et suffisamment flexibles pour accueillir ces singularités plurielles. Donc, dans ce contexte-là, euh, au fond, premier élément que je voulais partager, je veux dire, pour faire une synthèse déjà des premiers propos, c'est se dire que penser à un design pédagogique, c'est accepter le fait que notre design pédagogique ne va pas être l'expérience d'apprentissage. Ça ne se superpose pas. Pourquoi? Parce que les personnes étudiantes vont, en quelque sorte, actualiser la proposition pédagogique en fonction d'un certain nombre de dimensions et vont, en quelque sorte, avoir une expérience d'apprentissage qui va être distribuée, si je puis dire, pour aller vite, entre des composantes qui proviennent de l'environnement académique, ça peut être le plan de cours, ça peut être des ressources, des locaux, mais aussi en fonction de composantes qui relèvent de l'environnement non académique, qui peut être le domicile, qui peuvent être, comment dire, des tiers-lieux, qui peuvent être des lieux de travail, etc. Et là où, même si ça n'a jamais été ça 100%, hein, on n'a jamais appris uniquement à l'école, heureusement, parce qu'on ne saurait pas grand-chose. Bien sûr que la vie apprend, comme on dit. Mais là, au fond, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une distribution des activités qui peut se traduire par le fait que, parfois, le seul moment où, comment dire, les personnes étudiantes viennent sur un campus, quel qu'il soit, ou dans un local de cours, c'est à des moments cruciaux. Ça peut être les évaluations, ça peut être des moments où la personne enseignante a dit, ah, ce cours-là, il est important pour la suite, etc. Donc, on voit bien que ça se traduit par une diversité et une diversité qui amène justement à cette idée d'écologisation, c'est-à-dire que, au fond, l'écologisation de l'information, c'est pas tant de savoir si on va consommer tant de grammes de CO2, etc., mais c'est comment l'expérience d'apprentissage est ancrée dans l'écologie, au sens premier du terme, c'est-à-dire dans le milieu de l'individu. Sachant que ça va poser des limites, on pourra revenir dessus. Et quand on observe les personnes étudiantes, quand on fait des enquêtes, des résultats de travaux, eh bien, on s'aperçoit que le choix de venir, de faire telle activité et autre est, comment dire, corrélable avec tout un ensemble de dimensions. Les ensembles de dimensions, c'est par exemple les cycles d'études, le régime d'études, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail considérant le temps qui passe toujours plus vite que prévu, mais c'est de se dire, comment dire, cette diversité-là va se traduire par, comment dire, des pratiques d'apprentissage différentes et ces pratiques qui peuvent être explicitables, si je puis dire, ou explicables, pardon, euh, avec différents éléments. Il y a quelque chose qui est assez classique, même si on en parle peu, par exemple, c'est la distance au campus. La distance au campus est quelque chose qui explicite le rapport à l'engagement dans certaines activités, notamment les activités lorsque les personnes utilisent des transports commodaux ou des transports en commun, ben, où au fond, à un moment de la journée, la temporalité qui l'emporte, c'est plus la temporalité pédagogique, c'est la temporalité des transports. Et ce qui fait que ben, la personne va se désengager, par exemple, d'une activité ou parfois même ne va pas prendre tel cours, même s'il est intéressant, important pour lui, parce que au moment où pour la session considérée, ben, ça ne fit pas avec les transports que la personne est à même de prendre. Donc, il y a cette forme d'écologie singulière qui, à mon avis, est intéressante à conscientiser de façon à voir ben, comment je procède. En tout ça, ça s'inscrit, ce propos, dans une perspective que l'on nomme la perspective des capacité. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cela, mais la capacité n'est pas une capacité, déjà. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui sont importantes, c'est de dire que cette expérience d'apprentissage, au fond, elle dépend d'un certain nombre de composants que j'ai mis de caractéristiques personnelles.
que je viens de nommer, j'y reviens pas plus que ça. Et qu'au fond, il ne s'agit pas d'adapter, comment dire, la simple adaptation d'un design et la simple ne suffit pas. C'est ça qui rend la chose un peu peut-être délicate, parce qu'au fond, c- quand bien même j'ai la capacité de faire quelque chose, est-ce que j'ai la possibilité de le réaliser? Le principe des capacités, si vous voulez, c'est quoi? C'est de, d'accepter le fait que c'est pas parce que une chose est possible que je vais moi-même, en tant qu'individu apprenant, réaliser cette chose. Et elle repose, ce principe, et là, je pense que dans la suite de ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, ce qui me semble important à considérer, c'est que repenser le design pédagogique, c'est aussi de repenser dans une perspective de centrer davantage sur la personne apprenante et sur les personnes apprenantes que sur le contenu. Parce que l'enjeu, c'est non pas de produire, de proposer quelque chose qui soit accepté et utilisé en tant que tel par l'ensemble des personnes étudiantes, parce que j'ai essayé de vous montrer que bah, c'est un petit peu difficile, encore plus aujourd'hui qu'hier, d'aller vers ça, mais plutôt d'offrir des possibilités que l'apprenant va pouvoir ajuster en fonction d'un certain nombre de dimensions, dont celle que j'ai présentée tout à l'heure. J'essaie de générer le temps. Donc, quand on fait un design pédagogique, ce qui, ce que l'on cherche à faire, c'est qu'il y a un accomplissement d'apprentissage, c'est-à-dire ce qu'il y a sur la droite de l'acétate du schéma qui est là. Mais tout ça, et je vais revenir avec quelques éléments dans quelques instants, mais tout ça, ça suppose que on accepte l'idée, je le redis, c'est que ce n'est pas parce qu'on propose quelque chose, c'est-à-dire qu'au fond, retenez, ce sera peut-être plus simple encore, que ce que l'on prescrit n'est pas ce qui est vécu. Ma prescription pédagogique ne sera pas le vécu pédagogique de l'individu. Que entre le prescrit et le vécu, il y a un ensemble d'étapes et d'actualisations qui font qu'il y a des ajustements, qui font que, eh bien, pas chaque personne, et là c'est justement l'un des enjeux, eh bien que des personnes vont mettre, entre guillemets, à leur pied la proposition pédagogique de façon à cheminer et à réaliser leurs apprentissages. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais retenons cette différence entre le prescrit et le perçu. Et ce qui nous amène en termes de design pédagogique, quand on fait par exemple une présentation de plan de cours, bien sûr que c'est important de dire voilà ce qu'on va faire, mais ce qui peut être tout aussi intéressant dans le contexte que j'ai rappelé précédemment, ben, d'exposer tous les espaces de possibles d'ajustement qui peuvent être proposés aux personnes étudiantes. Je vais revenir dans quelques instants là-dessus. Parce que ce que l'on va chercher, et c'est là où je reviens sur le fait qu'il ne s'agit pas de flusher des principes de l'alignement pédagogique, mais de revenir à pourquoi je fais telle proposition pédagogique. C'est sûr que si la proposition pédagogique ne considère pas l'individu apprenant dans son pouvoir d'agir, ben, je vous invite tout de suite à aller boire un café puis à faire autre chose du reste de la matinée. Si par contre, vous partagez cette idée que on ne peut pas apprendre à la place de quelqu'un, que ce quelqu'un doit mobiliser son pouvoir d'agir, sa capacité d'autorégulation, d'autoréflexivité, d'auto-efficacité pour devenir acteur de son apprentissage, alors là, on peut continuer ensemble quelques minutes encore pour que je puisse vous présenter le reste de la présentation. L'enjeu d'un design pédagogique, au fond, on pourrait le résumer à travers ce schéma. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est d'expliciter les implicites, de façon à faire en sorte que les personnes étudiantes saisissent bien nos intentions et qu'il y ait ce qu'on appelle une attention partagée. C'est-à-dire que des auteurs comme Citon et d'autres, etc., parlent de co-attentionnalité. C'est-à-dire que lorsque on se retrouve entre personnes enseignantes, personnes étudiantes, on sait pourquoi nous sommes là ensemble. C'est-à-dire d'établir, comment dire,
fameuses proximités qui ne sont pas forcément des proximités spatiales, des proximités qui sont fondées sur la confiance. Et la confiance, aujourd'hui, je pense que dans le design pédagogique, on pourrait très bien aborder, faire une activité uniquement sur quel design de la confiance dans une relation pédagogique. Pourquoi cela? Parce que ce que l'on sait, enfin, en mobilisant certains cadres, je pourrais en mobiliser d'autres, avoir un autre discours, on s'entend, évidemment. Mais l'enjeu, c'est d'arriver, ce que Arnaud Droizat appelle, d'entrer en résonance, c'est-à-dire qu'il y ait une véritable communication pédagogique pour que des opérations, que l'apprentissage puisse s'opérer et que, au fond, eh bien, le design pédagogique participe de cette émancipation qui est attendue. Parce que l'apprentissage, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est un acte d'émancipation par la maîtrise de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Et un design pédagogique dont on a souvent peu l'occasion ou pas l'opportunité ou parfois un instant d'égarement d'oubli, eh bien, qui suppose également que l'on mobilise, bien sûr, la cognition, mais à se poser la question, comment, enfin, de la dimension émotionnelle et corporelle du design pédagogique. Car l'un des enjeux aujourd'hui, et on le voit bien, c'est la désincarnation au sens de la décorporalisation du rapport au savoir. Bien sûr que je peux faire une simulation virtuelle, etc. Mais entre nous, avez-vous envie d'avoir une opération chirurgicale par quelqu'un qui n'aurait uniquement eu de la pratique via un casque de réalité virtuelle? Je ne suis pas certain. Voilà, merci Marilyn. Voilà, vous n'avez pas envie, moi, je n'ai pas le goût du tout. Donc, l'idée, c'est d'intégrer dans le design pédagogique tous ces éléments. Alors, après, on peut y aller, des outils pour le faire, des approches, c'est pas ce qui manque, hein. Là, bon, c'est un exemple, bref, développé par votre serviteur du jour, mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, et on le sait, il y a un enjeu qui est tellement énorme, c'est la signification. N'oublions jamais qu'un design pédagogique qui vise le développement de connaissances avec un grand C euh, par les individus apprenants, que le sens, n'oublions jamais que le sens précède la connaissance. La signification est l'élément essentiel de tout apprentissage, c'est-à-dire la signification en termes de sémiotique. Et qu'est-ce que ça veut dire que de savoir ça? Mais la signification aussi, où est-ce que je vais avec l'activité qui est proposée? C'est pour ça que quand il était fait mention tout à l'heure, en mobilisant des propos d'apprenants, de dire, oui, ils veulent donner du sens aux choses, articuler théorie pratique, derrière ça, c'est quoi? C'est trouver de la signification aux activités pédagogiques qui sont proposées. Et bien sûr, il y a différents éléments qui sont là, je ne vais pas revenir dans le détail. La question de l'évaluation, qui, vous le verrez, n'est en aucun cas, au fond, euh, comment dire, confondue avec la notion de notation. C'est vraiment la fonction régulatrice de l'évaluation qui est évoquée là. Et actuellement, et je pense que c'est un peu renforcé par les problématiques d'IA, il y a une grande confusion entre évaluation et notation. Donc, l'objectif, c'est quoi du design pédagogique? Au fond, le design pédagogique, quand bien même on nous dit, enfin, on est dans une règle qui est, il y en a d'autres, hein. Ben, voilà, tu as en charge un cours c'est 135 heures apprenant, c'est 15 semaines, une session de 15 semaines, 3 heures par semaine, etc. Bon, ça, c'est le grand cadre, c'est le pays à habiter. Mais l'enjeu, me semble-t-il, aujourd'hui, et c'est peut-être de se dire comment je vais penser et prendre un pas de recul pour faire mon design pédagogique et se dire, au fond, je ne design pas la transmission de contenu, mais je design des activités d'appropriation de connaissances. Et comment je vais designer ce que je formalise avec ce triangle-là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais comment des activités peuvent être designées à la fois comme étant des activités qui visent un but, en proposant des activités, en mettant à disposition des ressources qui vont conduire à une production dont l'évaluation va permettre de me situer par rapport à ce qui était visé par rapport au but. Tout ça inscrit dans une temporalité, une spatialité et dans un type d'interaction sociale. Peut-être que là, on a une possibilité de repenser le design pédagogique. Et un design pédagogique qui va être pensé dans cette perspective d'ouverture. Quand je parlais d'ouverture tout à l'heure,
Eh bien, au fond, quand je fais un design pédagogique, quand je conçois mes activités, très souvent, puis c'est correct, on a été conçu comme ça, fait comme ça, formaté comme ça. euh, je fais une succession d'activités et puis ben, tout le monde fait les activités. C'est une possibilité, bien sûr, puis il n'y a aucun jugement derrière ça. Et il y a des alternatives. Parmi ces alternatives, ben, c'est par exemple, ben voilà, pour atteindre tel objectif, il y a, il y a quatre activités proposées et puis ben, faut en faire au moins trois. Au fond, de se dire quelles sont les possibilités d'ouverture, de souplesse que je peux offrir aux personnes apprenantes. Tout comme les formats évaluation. Moi, je suis plus à l'aise avec ce type de format d'évaluation. Pour autant, bien sûr, que chaque format d'évaluation vise, comment dire, à apprécier les mêmes capacités, les mêmes savoirs, les mêmes compétences, évidemment. Mais je veux dire, on peut très bien imaginer différents formats d'évaluation. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a déjà du mal à trouver du temps pour faire notre job. Ça, c'est vrai. Et à la fois, posons-nous la question, et si nous avions des designs collectifs? Je vous laisse là-dessus. Donc, l'enjeu derrière tout ça, me semble-t-il, euh, c'est de se dire comment arriver, comment passer par une étape qui me semble importante, parce qu'on est, comment dire, non pas que nous soyons pris, on n'est pas prisonniers, mais on a été, voilà, on a eu ce vécu les uns et les autres, un cours, c'est comme ça, etc. Et donc l'enjeu peut-être, c'est se dire, mais comment déformer pour former? C'est-à-dire comment déformer la forme universitaire aujourd'hui pour former en tenant compte des différentes caractéristiques. Alors ça nous amène à faire un pas de côté, à s'autoriser la transgression et à prendre le risque d'un autrement. Et d'un autrement, si vous voulez, qui est en quelque sorte, ben, comment dire, qui, vous allez comprendre pourquoi je fais, c'est qui apporte peut-être davantage de bonheur pédagogique. Qui, je veux dire, amène aussi à se dire, mais au fond, quand je fais un design pédagogique, qu'est-ce que j'ai à considérer? Par exemple, la notion de présence. La présence, c'est quoi? C'est pas qu'il y ait des corps dans un local, c'est que l'esprit soit présent. Donc, comment aussi, en révisant nos référentiels pour concevoir des cours, concevoir les designs, ben, ça puisse nous amener ailleurs. Et cet ailleurs, ben, c'est une approche que je vous propose, et là, on va approcher de la fin, une approche, comment dire, de coélaboration, de co-design, qui part de la connaissance des apprenants. Au fond, pour faire la boucle, de dire, quand j'accueille un public, quand je fais un design pédagogique, posons-nous la question, quelle est la représentation que j'ai des apprenants? Est-ce que ce sont des mini-moi, c'est-à-dire cette éternité de nous-mêmes que l'on projette dans les étudiants? Bon, les étudiants ne changent pas d'âge, il n'y a que nous qui changeons d'âge, ça on le sait. En fait, de se poser ces questions-là et tout de suite de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans mon design pour les impliquer, pour donner sens, pour les engager? C'est pas uniquement en disant, ah, demain, il y a une évaluation. Oui, si c'est ça, on aurait pu faire autre chose de notre matinée. Mais de comment travailler au partage de ces attendus, comment aussi dire, ben voilà, moi dans ma proposition pédagogique, il y a tant d'évaluations à faire et vous pouvez en choisir, je vais dire n'importe quoi, 4 sur les 6 qui sont proposés. Comment aussi s'assurer que la proposition pédagogique, comment dire, est explicite. Par exemple, dans nos sites de cours, est-ce qu'on est certain que nos sites de cours renseignent bien, ou en tout cas explicitent bien notre intention pédagogique? Tout ça dans cette perspective hein, d'inclusion, bien sûr. L'idée, si vous voulez, c'est de se dire que en prenant ce temps de la découverte impliquante, alors là, je vous parle aussi de pratiques effectives, voilà, c'est comment aussi, à différents moments, de prendre le temps avec les personnes étudiantes, parce que l'avantage de travailler sur 15 semaines, c'est qu'on peut avoir du temps. Et ne me dites pas on manque de temps. Non. Le temps, on n'en manque pas. Le temps, c'est une donnée finie. Donc, voilà. Mais de se dire de façon régulière et dans des boucles d'apprentissage, qui n'est pas une notion nouvelle en soi, de se dire de cette conscientisation de où nous en sommes, à la fois en tant qu'enseignant et à la fois en tant qu'apprenant, de façon à faire le point, comme un voyageur qui fait le point avec sa boussole de où est-ce que j'en suis de mon voyage, de façon à prendre le recul nécessaire pour procéder à des ajustements.
Ça peut être des ajustements du côté des activités du cours. Ça peut être des ajustements sur une répétition d'activités qui devient un peu tannante. Mais ça peut être aussi du côté des personnes étudiantes, des ajustements sur leur manière de travailler. C'est-à-dire cette dimension réflexive, co-réflexive et autoréflexive que j'évoquais tout à l'heure. Tout ça pour aller vers une adaptation dans le cours d'action du design pédagogique. Une pratique pour faire ça qui est très simple, que je vous partage pour essayer de mettre un peu de concret dans tout ça. Pour pratiquer cette approche, comment dire, sur un cours de 15 semaines, très classique, enfin, le rythme 15 semaines, je propose aux personnes étudiantes de compléter un mini carnet de bord. C'est vraiment du plus simple qui soit, où il y a trois questions. La question, c'est euh, qu'est-ce que j'ai appris pendant ce cours? Qu'est-ce que je voudrais apprendre par la suite? Et qu'est-ce qui m'a pas plu dans ce cours? Oui, ça veut dire que d'accepter la critique, comme je le disais tantôt, tout peut se dire pourvu que ce soit dans le respect. Et là, eh bien, moi, je demande aux personnes étudiantes de me partager 48 heures avant la séance qui suit. C'est quelques mots. Des fois, c'est trois, quatre lignes. Rassurez-vous, si j'ai 50 étudiants, je ne vais pas lire 50. Non, non, parce qu'on sait que ça sert strictement à rien. Là, il suffit d'aller rechercher les principes ergonomie, etc. Non. Mais vous en prenez, et vous en parcourez une dizaine, jamais les mêmes, bien sûr. Et puis vous allez, ah, là, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Et l'enjeu, c'est de débuter la séance qui va suivre en disant, ben voilà, merci voilà, pour ceux qui ont pu, etc. Puis voilà ce que j'en retiens. Et voilà quels sont les ajustements que je propose. Au fond, c'est de travailler aussi au maintien de l'application. Ce que je vous propose là, ce que j'expose est très simple dans cette dynamique capacitante, au fond, c'est de procéder à partir de la prise en compte d'un certain nombre de caractéristiques des personnes étudiantes, à partir de tout un travail d'explicitation, ben, c'est de procéder, comment dire, à des temps d'ajustement réguliers, de façon, puisque je suis certain que parmi vous, il y a de nombreux Vygotskiens et Vygotskiennes, à toujours situer la proposition pédagogique dans cette fameuse zone proximale de développement. Et pour conclure, je dirais que tout ça, bien sûr, ça va supposer des postures enseignantes, des postures apprenantes aussi, parce que c'est pas parce que je donne le gros bout du bâton à quelqu'un qu'il va le prendre. Parce que peut-être qu'il n'a pas le goût, peut-être qu'il ne se sent pas capable. Donc tout ça, bien sûr, c'est une éducation. Et comment dire, c'est un travail collectif et qui va demander du temps. Mais je peux vous assurer que pour pratiquer, ça fonctionne plutôt bien. Et comment dire, c'est d'arriver à une certaine satisfaction, mais ça suppose, et là il y a un enjeu, puis l'enjeu pour moi aujourd'hui, s'il y a un enjeu dans l'éducation, c'est celui du lien pédagogique, et au fond d'installer ce qu'on appelle cette alliance pédagogique, c'est-à-dire le fait du faire ensemble, c'est-à-dire du co-construire, où on est, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus d'asymétrie relationnelle entre la personne enseignante et la personne étudiante, mais où chacun est en capacité et se sent autorisé à exprimer aussi un vécu de façon à procéder à une coévaluation, à une coévolution, pardon, de la proposition pédagogique. Et tout ça, bien sûr, cette écologisation, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, mais en tout cas, prenons conscience de ce qui nous appartient en tant que pédagogue, conseiller, conseillère pédagogique, pour aller vers, comment dire, ces propositions pédagogiques, ces designs pédagogiques plus ouverts, qui ont une plus grande capacité, si je puis dire, à offrir une expérience écologique au sens de l'ancrage dans le milieu, dans les pratiques, tout en contribuant au développement du pouvoir d'agir des apprenants. Et tout ça, ça nous amène à quelque chose d'assez simple, hein, qui est de dire, ben voilà, cet environnement, on part d'où en sont les personnes et on va cheminer, mais vraiment dans cette perspective de donner une direction. Et en prenant le temps des ajustements nécessaires, et pour résumer, qui sont fondés tout ça sur la discussion, sur la relation. Et vous pourriez penser que tout ça, ça prend du temps. Ben, je peux vous assurer que dans le cours d'action, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend juste des moments qui sont à ce qu'on appelle des moments synchroniseurs, pour revenir là-dessus, c'est-à-dire ces moments où on s'assure que tout le monde, euh, comment dire, que l'ensemble des acteurs, enseignants, enseignantes, étudiants, étudiantes, sont toujours dans le partage d'un projet pédagogique commun. Ça, trois valeurs pour terminer. Ça suppose d'accepter, comment dire, que chacun soit responsabilisé
pour prendre des décisions dans une offre qui a un certain degré d'ouverture et qui repose aussi sur, comment dire, la confiance qui est donnée à l'autre, mais que l'autre se donne aussi à lui-même dans sa capacité à devenir acteur de son projet. Tout ça, ça prend du temps, évidemment. Alors, si vous voulez en savoir plus, on a fait un livre blanc là-dessus, enfin bref. Euh, et voilà, merci pour votre attention. Merci, professeur Paclin. C'était vraiment très inspirant de vous entendre. Je pense qu'on aurait besoin de passer du temps avec vous pour essayer de voir comment on pourrait justement modifier nos designs pédagogiques de nos formations, puis vraiment appliquer au fond ce dont vous nous avez parlé ce midi. C'est le temps de la période de questions. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des questions? Vous pouvez soit utiliser le clavardage, soit lever la main virtuelle, puis ouvrir tout simplement votre micro, poser votre question à micro ouvert. Donc, ça pourrait être intéressant. Alors, on a Lamia qui a levé sa main. Donc, Lamia, vas-y. Bonjour Monsieur Paclin, merci beaucoup pour la présentation, vraiment très inspirante. En tout cas, moi, comme conseillère pédagogique, j'aime beaucoup ce que je vois. Puis, j'ai une question un peu plus précise. Si vous dites que c'est facile d'appliquer cette façon de voir les choses ou de faire les choses dans son cours, et vous dites que vous l'avez expérimenté, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de avant et après avoir mis en pratique Ouais. une, euh, une situation ou une expertise de votre Alors, cours. merci beaucoup, Lamia, pour la question. En ce qui concerne le avant, je suis obligé de remonter à bien longtemps avant. Parce que j'ai la chance d'enseigner depuis de multiples printemps et dans des situations qui n'ont jamais, pas toujours faciles. Donc, au fond, la différence entre l'avant et l'après, c'est le déplacement du point de dépense énergétique. Je m'explique. C'est-à-dire que là où, au début, je consacrais beaucoup d'énergie à faire en sorte que, je veux dire, l'attention soit un peu présente au moins 30% du temps, ben là, l'énergie, elle est apportée par le groupe. C'est-à-dire, c'est le déplacement, et même ce qu'on appelle en économie des services, le déplacement du point de servuction. Mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Quand j'utilise mes mots là, c'est juste pour dire qu'on peut trouver des, comment dire, de- des éléments explicatifs, voilà, derrière ça. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, comment dire, avoir... Moi, je pense que l'un des enjeux, c'est d'avoir conscience, et confiance aussi, bien sûr, d'avoir conscience de qu'est-ce qu'on est en train de faire et d'être toujours au clair en tant que pédagogue sur ses intentions pédagogiques. Alors, je prends un exemple, je veux dire, tout bête, par exemple, d'actualité sur l'utilisation de l'IA. euh, Ami ou ennemi, et puis je sais qu'il y a Yvan qui est par là qui doit sourire. Euh, la question, c'est pas ça. La question, par exemple, c'est expliciter en tant qu'enseignant pourquoi, pour certaines activités, à un moment donné de la session, j'interdis, pourquoi dans d'autres, j'autorise, et pourquoi dans d'autres, je recommande. Et là, ça nous amène en tant que pédagogue à expliciter. Je pense qu'on a tout un travail à faire sur l'explicitation. Non pas de montrer notre capacité, je reviens à l'alignement pédagogique, etc. J'ai rien contre, hein, c'est pas ça. Mais d'être en conscience de pourquoi je fais ça à tel moment. Et ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est dans la préparation. Et puis, ça va vous paraître très bizarre ce que je vais dire, mais ce qui me semble important au moment du déroulement de l'activité, quand on est ensemble en coprésence et tout, eh bien tout simplement, c'est d'accepter les silences. Et le dernier silence, pour moi, il y a un silence essentiel juste avant que la séance s'arrête, avant le moment où le doudou numérique qui était caressé un peu secrètement pendant 2 heures, 3 heures, sort de la poche comme le diable de sa boîte, et où chacun met ça à l'oreille et dire qu'est-ce que j'ai loupé du monde? Non. Là, vous tenez la réussite ou l'échec du vécu antérieur. Dans ce temps de silence, que moi j'appelle le temps d'introspection silencieuse, je dis aux personnes étudiantes, on va prendre 2, 3 minutes, là, et posez-vous la question, qu'est-ce que je viens d'apprendre? C'est un peu comme lorsque le parent
Ses enfants revenant de l'école demandent, mon fils, ma fille, qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui? Oui, là, c'est ça, Céline, c'est ça, c'est ça. Voilà, merci. Le non-verbal, c'est extraordinaire. Non, et ben c'est exactement la même chose. Et nous, on est responsable de ça. Et là, c'est drôle, hein, mais moi, je peux vous dire que ça fonctionne vraiment, mais c'est... Je dis pas que ça change tout, mais pour répondre à la question, puis j'arrête là-dessus, ça change pas mal de choses. Merci beaucoup. Merci Lamia pour ta question. Il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage, mais alors Ah, c'est bon. je vais me permettre de poser ma question. Ah, il y en a une qui vient d'apparaître. Bon, je vous la poserai après. Donc, oh, il y a quelqu'un qui nous dit bonsoir. Alors, j'imagine qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Non, non, il y a des Européens, là, je les vois, là. Oui, c'est ça. Mm. C'est bon. On est très content. Donc, je suis actuellement en thèse de doctorat sur le design pédagogique avec Florian Meyer, qui vous salue. J'aimerais beaucoup savoir comment vous définissez le design pédagogique et pour quelles raisons vous privilégiez cette appellation plutôt que celle d'ingénierie pédagogique, de conception pédagogique ou de Bon. scénarisation pédagogique. Si vous voulez, alors ça, c'est très simple pour moi. Si vous voulez, la question du design, c'est pour, comment dire, reconnaître le fait que le produit n'est pas fini et que Intéressant. c'est par la mise en usage que la valeur va se produire. L'ingénierie, l'ingénierie pédagogique est un art de la maîtrise. Oui, oui, mais si Florian, et là, on peut y aller. Ça, là-dessus, telle que l'ingénierie est faite aujourd'hui, hein. Et alors, bon, si je provoque, c'est pas grave. On pourra être amis ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous prenez une méthode qui commence par A et qui finit par E, d'accord? Qui a deux fois la même lettre au milieu. Manque pas grand-chose, là. Non, il ne manque pas grand-chose. Si vous n'avez pas trouvé, c'est que vraiment là, il y a une chute glycémique. Euh, oui, ok. Et vous allez me dire, oui, mais c'est itératif. Oui, non, non. Il y a une chose quand même, c'est déjà l'analyse des besoins, la notion de besoin. De quoi avons-nous besoin tous ici, là? Il faut bien savoir que la notion de besoin est relative à la perception que l'on a du monde, pas à ce que offre le monde. Donc, je ne dis pas qu'il ne faille pas faire. Mon seul propos, c'est de dire, attention, chaque approche a ses limites. Moi, vous pourriez me dire, oui, mais tu es vraiment bisounours avec tes trucs. Non, c'est très structuré. J'ai appris une chose pour répondre, deuxième élément de réponse à la mienne, durant toutes ces années, c'est que pour être généreux pédagogiquement en tant qu'enseignant-enseignante, il faut être hyper structuré. Ouais, ouais. Et donc, voilà, l'ingénierie, c'est l'ingénierie, mais l'ingénierie ne produit pas forcément de l'expérience, parce que l'ingénierie, très souvent, mais tout dépend, hein, est, comment dire, est connotée par, même si vous n'êtes pas comme ça, mais il y a cette connotation du contrôle. Merci. Donc, c'était une question de Laure qui était. Ah, Laure qui fait son doctorat, c'est ça? Oui, effectivement. On a des mains qui sont levées. Je ne sais pas dans quel ordre elles sont apparues. J'ai vu Marilyn là, assez Moi rapidement. j'ai vu Noémie, enfin j'en sais rien, j'ai vu, ah, Ah, il y a Martin, c'est Martin peut-être. Non, non, c'est Noémie qui a levé sa main. Ah, c'est ah, ça, Je vais lui hein. laisser la parole. Merci. vas-y, Martin V de Noémie. l'ETS. Alors, bonjour, moi je suis professeure dans un programme professionnel, donc on forme des ergothérapeutes de demain au Québec et j'aimerais avoir un peu votre point de vue ou votre expérience. On voit dans les dernières années, nos programmes sont des programmes qui sont très axés sur l'apprentissage actif. On développe les compétences des étudiants, puis dans les dernières années, on veut arrêter de blâmer la pandémie, mais en même temps, c'est quand même très visible. Quand on parlait de l'importance de l'autoréflexion, autorégulation, l'autodirection dans les apprentissages, c'est ce qu'on a toujours mis de l'avant depuis longtemps, mais on voit vraiment l'évolution dans la population étudiante où ça semble de plus en plus difficile de venir chercher ces compétences-là des étudiants, de les amener à vouloir être des apprenants actifs. Ce qui fonctionnait il y a 5 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. Puis, il faut
constamment s'ajuster, constamment revoir selon nos groupes, mais on dirait que dans les dernières années, on est en train d'un peu perdre le fil, puis on se questionne beaucoup, même comme programme, tous les enseignants, à dire, mais qui sont ces étudiants? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que apprendre, on est à l'étape, on dirait qu'il faut leur montrer d'apprendre à apprendre. Ou je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez, puis j'aimerais vous entendre à ce sujet. Hein, vous posez vraiment une question, je trouve, enfin, toutes les questions elles sont intéressantes et celle-ci, elle est au cœur de, comment dire, pour moi, elle est au cœur de problématiques sociétales. Si vous voulez, bon, il y a eu la pandémie, c'est une chose, mais euh, il y avait déjà quelque chose avant qui était là. Si vous voulez, une façon d'apporter un élément de réponse, c'est peut-être de regarder un peu l'évolution de la société. Une évolution de la société qui est très centrée sur la performance, sur l'immédiateté, sur l'individu et sur la satisfaction immédiate de désir. Là où apprendre, ça demande de l'effort, ça demande apprendre, l'apprentissage n'est pas la performance. Ça demande, comment dire, du collectif et ça demande du temps long. Et là, là, il y a un véritable enjeu. Et je pense qu'il y a une éducation. Enfin, moi, je pense que. Enfin, je pense. C'est dur de dire. Enfin, c'est dur. C'est pas dur de dire ça. C'est un peu présomptueux de le dire ça. Je fais l'hypothèse, je vais le dire comme ça, que installer des activités qui permettent de la réappropriation de temps long, pour moi, peut être. Alors, je vais le dire comme ça, puis je veux choquer personne, hein, mais c'est un peu quand tu fais une réhab ou en cure de sevrage, de dire à un moment donné, il faut arriver à prendre de la distance vis-à-vis de ses addictions. Et l'une des addictions, c'est comment dire, l'addiction, c'est de se remplir en permanence, mais sans digérer ce qui nous remplit, hein. C'est juste cette sensation que l'on existe parce qu'on est en mouvement. Et là, il y a un désapprentissage à faire. Et je le dis, en fait, je ne suis pas en train de dire qu'il faut isoler les personnes sur une île déserte, mais ça peut être des micro-activités, parce qu'il faut éviter aussi tout type de violence, hein. Mais il faut bien voir qu'on est pris, et l'éducation aujourd'hui, pour moi, c'est l'un de ses enjeux premiers, quel que soit qu'on soit en ergothérapie, qu'on soit autre chose, c'est que là où, comment dire, l'éducation jusqu'au milieu du 20e soutenait au fond un modèle de société, là, la société oui, impose en quelque sorte aussi des normes de pratique, d'action, etc., qui s'éloignent de ce que produit l'éducation. En fait, il y a un grand conflit de valeurs et d'action entre les deux. Et c'est pour ça que c'est collectivement, pour ça aussi que j'ai beaucoup de plaisir à avoir ces propos et partager ces moments-là aujourd'hui avec vous. C'est parce que c'est collectivement, on se dit, mais attends, comment je peux réinstaller du temps? Comment, par exemple, dans les pratiques pédagogiques, je vais installer tester, par exemple, ce qu'on appelle les pédagogies narratives, les pédagogies de la déambulation, même en ergothérapie. Tu sais, en ergothérapie, imaginons, bah tiens, on va faire comme un jeu de rôle, tu vois, tu as 70 ans, tu as ces escaliers à monter, et puis ça fait 3 mois que tu as été opéré de la hanche. Tu vois, d'avoir des situations aussi qui ramènent le corps plus proche de l'esprit. Avec OK. plaisir, oui. Marilyn? Oui, bonjour. Très intéressant. Merci de partager avec nous aujourd'hui. Moi, je travaille à la formation continue. Je fais des formations asynchrones beaucoup. Mhm. Puis, vous m'avez interpellée quand vous avez parlé des retours réflexifs. Je me demandais la meilleure façon de le faire pour une formation asynchrone. Mes formations sont très différentes. Il y en a qui se prêtent avec des journaux réflexifs qu'on fait et tout. D'autres en cybersécurité, par exemple, pour se dire que les apprenants vont vraiment vouloir faire ce genre de réflexion, un journal réflexif. Et je me demandais, est-ce que, outre les synthèses ou les activités formatives, ou de quelle façon vous suggérez d'amener justement cette réflexion-là, de dire qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui dans ce module ou dans cette section? Est-ce que c'est en posant directement aussi des questions dans le texte? J'aimerais ça vous Ben, entendre là-dessus.
Si vous voulez, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je peux être très flyé, là. Je peux aller dans des cadres conceptuels un peu, voilà. Mais je suis aussi très pragmatique. Et quand je parle, moi, je fais pas. C'est un carnet de bord. Et ça n'a pas la prétention du journal réflexif avec toute. Bon, s'il y a par exemple, parmi les personnes présentes, comment dire, les disciples de la théorie d'action située, Thoreau, etc. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Moi, enfin, j'ai un principe d'action qui est très minimaliste. C'était entre rien et un petit peu, peut-être que ça peut faire beaucoup. Première chose. Deuxième chose, donc ça peut, et quel que soit le secteur, de mon côté, j'ai travaillé dans des secteurs à haute sécurité. Pas haute sécurité, pas au sens pénitentiaire du terme, hein. Haute sécurité, non, non, mais c'est la mienne, attention, je ne pas fait, non. Pas encore. Euh, enfin, pas pour moi, mais par exemple dans le nucléaire. Tu sais, tu as des choses de sécurité où tu ne vas pas niaiser là. Mais il n'empêche que on ne va pas parler d'un truc de sécurité, c'est juste le vécu. Ce vécu. Et par exemple, en formation continue, parce que tout ça, ce que je vous raconte, c'est un construit d'expérience, bon, voilà. Euh, comment dire, il y a 25 ans de ça, je me souviens très bien où c'était. Et les personnes me disent, c'était en formation continue. Ouais, mais les activités qu'on nous propose là, on ne les aime pas. Je dis, OK, tu les aimes pas. Enfin, c'était pas dit comme ça, mais je vais vite. Euh, mais au fond, ces activités-là, c'est celles qu'on fait tous les jours dans notre job. C'est pas ça qu'on veut quand on vient en formation. Oui, c'est pour ça que la connaissance des publics, la connaissance du rapport à l'apprendre, la connaissance de leur métier, de leur situation, etc., est importante. La question de l'asynchrone. L'asynchrone ne signifie pas qu'il n'y a pas de co-élaboration. Et il peut y avoir des discussions différées. Par exemple, dans une situation asynchrone, les personnes qui vont faire, comment dire, les retours, moi, les retours, si vous voulez, et en formation asynchrone, il y a des synchroniseurs. Un synchroniseur, c'est comme en musique, hein. À un moment, tous les musiciens de l'orchestre doivent être au même endroit de là où ils doivent être dans la partition. Sinon, ça ne marche pas. Donc, imaginons que, puis moi, je ritualise beaucoup. Par exemple, tous les lundis matins, de 8h à 8h15, il y a une micro-activité. Chacun a. Voilà. Tu vas me dire, oui, c'est du synchro. Oui, mais attends, l'ensemble est à 5. Et là, au fond, peut-être que, je veux dire, on va pas être ensemble comme on est là, mais ça peut être une vidéo que tout le monde va écouter le jour en même heure, qui va relancer, ou en tout cas qui va faire un point sur. Voilà, c'est ça. Merci. Marilyn, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'était ma réponse du jour. Merci beaucoup. Merci pour ta question, Marilyn. Merci pour la réponse. Martin? Oui, mais, Didier, j'ai plein de questions, puis j'ai de la misère à choisir, là. Mais c'est plus, j'aimerais ça vous entendre plus sur une réflexion qui m'habite depuis un moment, mais c'est par rapport, puis je regarde ça un peu plus d'en haut. Tu sais, on a parlé de ce qu'on peut faire sur 15 semaines et tout, mais si on regarde au niveau même de la pertinence d'aller à l'université aujourd'hui pour se doter d'un diplôme, la valeur perçue de ce diplôme-là, qui, à mon sens, s'effrite un peu pour toutes sortes de bonnes raisons. Puis vous en avez évoqué peut-être tantôt. Tu sais, c'est plus notre seul vecteur vers une vie prospère ou vers un statut social X. Puis je me questionne sur la manière dont on design nos programmes. Tu sais. Et le carcan qu'on se donne, tu sais, on dirait qu'on ne remet jamais en question la notion de crédit universitaire. Tu sais, on va réduire la taille des programmes, on va faire des micro-programmes, on va faire des nano-programmes. Puis là, après ça, quasiment, on va dire, ben, tu peux faire ça en 15 minutes, puis à l'addition de tous ces 15 minutes-là, tu vas arriver avec quelque chose. Tu sais, Mais, c'est toute cette notion-là. Puis le privé, du moment qu'il se réveille, là, on est un peu foutu, là, tu sais, dans le sens que pour tout ce qui est formations professionnalisantes qui ne sont pas bloquées par des ordres, ben, du moment que le privé dit, moi, je peux le faire en moins de temps, parce que la valeur perçue pour une personne, c'est, oui, apprendre, ça prend du temps, mais on- en général, les gens ne voient pas comme ça, tu sais, ils n'ont pas cette conscience-là, cette perception-là. Donc ça, vous entendre un peu sur l'avenir de l'enseignement supérieur dans ce contexte-là aussi. ah bah, comment dire, bon, je suis pas venu avec ma. Merci Martin pour la question et je ne suis pas venu avec ma boule de cristal. Donc, en ce qui concerne l'avenir, mais si on se dit que ce qui s'est passé ces dernières années peut, en tout cas, donner des éléments sur les tendances,
on voit bien qu'il y a une évolution des publics, une évolution du rapport à l'apprendre, un allongement des études et, comment dire, je ne parle pas au premier cycle, le baccalauréat, etc., mais malgré tout, on voit ça aussi. Euh, comment dire, une distanciation et le fait de ne pas finir un diplôme, c'est pas très grave au fond en soi pour un certain nombre de personnes. Après, quand vous évoquez la question de la rapidité, des formations rapides, pour le dire en vraiment bon français, euh, ça, au fond, ça participe de ce mouvement sociétal, alors sans être ni marxiste, mais je veux dire d'un capitalisme qui fait que productiviste et, comment dire, qui ne voit que par des retours immédiats d'investissement. Donc, mais là, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment changer dans la sphère éducative en tant que telle. Ça suppose, c'est au moment où vous votez, où nous votons, où il faut faire quelque chose, quoi. Mais je ne suis pas là du tout pour faire de l'entrisme politique. Mais c'est juste de revenir au fond à ces éléments-là. La question qui est derrière ça, c'est que ce que vous évoquez, c'est un rapport au savoir qui est uniquement un rapport utilitariste. C'est-à-dire, je dois savoir ça pour performer davantage et continuer à avoir de la job et tout. L'un des enjeux pour le futur, à mon avis, c'est considérant l'évolution des métiers, considérant que jusqu'à présent tout allait bien parce que l'école blanc n'était pas trop affectée. Maintenant, l'école blanc commence à être affectée. Donc, on voit bien que, je veux dire, le rapport à l'emploi, le rapport au travail est en train de bouger. Et là, ce que je ne sais pas du tout où on va aller, c'est comment dire, comment notre rapport au savoir va évoluer dans ce contexte-là. En plus, mais peut-être qu'il y a des choses aussi à considérer, c'est qu'avec une population vieillissante, qu'est-ce que veut dire aujourd'hui la formation tout au long de la vie? Donc, derrière ça, pour retenir quoi? Pour retenir le fait que on est pris dans un système de contraintes, de tension entre, et je redis, hein, parce que pour moi, c'est vraiment cette accélération performative à bénéfice immédiat versus le temps long du développement de l'individu et de la société. Et là, au fond, ça nous ramène à ces éléments-là. Donc, en éducation, on ne peut pas tout faire, mais il y a des petites choses, à mon avis, que l'on peut faire. C'est-à-dire montrer qu'il y a d'autres possibles. Montrer, par exemple, pour donner... Parce que la question, puis je m'arrête après, hein. La question que pose Martin, c'est, mais quelle est la valeur d'une formation universitaire? Peut-être que c'est quoi répondre à ça? Ben, c'est peut-être revenir à ce qu'est l'université. L'université, pour moi, c'est quoi? Ce n'est que moi que ça engage. Pour moi, l'université, c'est un lieu de développement de connaissances, de compétences, de savoir-faire, de savoir-devenir, qui permettent d'appréhender des problèmes complexes en situation d'incertitude et d'indétermination, pour lesquels il convient de développer ses capacités créatives dans une perspective collaborative en maintenant son esprit critique. Oui, vous avez retenu des mots. Mais dans ma petite phrase-là, qui n'est pas un slogan électoral, c'est juste se dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que l'on fait là? Quelle est la fonction qui est la nôtre? Parce qu'on participe aussi à... Nous ne sommes pas les uniques responsables, mais nous sommes acteurs de ce qui se passe aussi. Et je ne dis pas qu'il faille revenir et écrire à la plume d'oie, hein. C'est pas ça du tout. Mais au contraire, là, on a des possibilités d'appréhender le savoir plus dans une complexité, etc., enfin, avec des situations plus intéressantes, plus riches qu'on pouvait le faire il y a 50 ans. Donc, saisissons-nous et travaillons à la, comment dire, vraiment dans cette approche de quelle est la valeur de notre offre pédagogique. Pas d'un point de vue dollar, on s'entend. Merci. Merci, Martin, pour cette question dont on pourrait discuter, j'imagine, pendant un certain temps aussi. Euh, Moi, j'avais une petite question là, tout à l'heure. Vous avez parlé de, en fait, qu'il fallait pas seulement adapter nos designs, il fallait repenser nos designs pédagogiques. Puis vous avez glissé la notion ou l'idée du design collectif. Qu'est-ce que vous entendiez par design collectif? Le design collectif ou le design collaboratif, c'est le fait que le design n'est pas uniquement une proposition qui émane
d'un enseignant, d'une enseignante ou d'un ou d'une conseillère pédagogique, mais auquel les personnes à qui est destinée la proposition pédagogique participent à l'appropriation et tout. D'où l'importance, au départ, et ça je ne l'ai pas dit, c'est pour ça que je vais me permettre de le dire maintenant, de bien avoir conscience que au jour 1, l'objectif, c'est pas de commencer à apprendre des contenus. Non. Au jour 1, pour moi, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il y a une compréhension et appropriation de la forme pédagogique que l'on va proposer. Sinon, le risque, c'est quoi? Ben, on le sait, hein, la première chose que regardent des personnes étudiantes, et c'est légitime dans un plan de cours, c'est quoi? Les évaluations. Le Mhm. reste, c'est du détail. C'est intéressant. Dans mon esprit, c'était plutôt de la collaboration entre enseignants pour créer justement ces designs pédagogiques-là. C'était plus ça que j'avais vu. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais C'est c'est peut-être. bien de l'avoir vu. Je pense que c'est un désir de votre part, Céline. Oui. Je vous invite à le cultiver. Mais autant ça me semble... Là, je vais provoquer, hein, j'assume. Autant ça me semble facile de le faire avec des personnes étudiantes, autant Ouais, c'est parfois un peu plus compliqué avec des personnes enseignantes. ouais. La Ben, en question fait, des deuils, des égaux ne se situe pas au même endroit. Donc, mais puis, en fait, je vous écoutais depuis le début, puis ce qui me venait en tête spontanément, moi, je suis conseillère pédagogique, mais je discute souvent avec des professeurs, des chargés de cours, puis ce que mhm. j'entends des fois aussi, c'est des fois, il y a des obstacles sur le plan de la culture départementale aussi. Là, Donc, il y a des mais collègues qui sont beaucoup moins convaincus, là, puis, Mais Céline, c'est pas pour vous couper, là, vous abordez un point, pour ça on pourrait passer du temps, qui est la culture pédagogique et ouais. l'acculturation pédagogique. Je vois autour de la table, nous ne sommes pas tous nés au Lac-Saint-Jean. Je pense que certains sont nés, pas tous. Dans un même local, je vais parler d'un local, quand vous avez deux, trois, quatre nationalités, etc., on vient tous avec nos histoires. On n'a pas tous tout oublié à la frontière. Il y a des choses qui sont avec nous, qui sont engrammées en nous, etc. Et on voit bien la difficulté qu'il y a parfois d'adhésion à un projet pédagogique, pas parce que la personne n'est pas capable, sauf que elle n'a jamais fait cette course-là au sens d'épreuve, tu vois, d'exercice, d'activité. Et c'est quand même touchy de dire, même si nous, et ça, je trouve parfois on veut tellement sauver le monde, ça fait partie du gène enseignant-enseignante, là, que non, non, non. La personne n'en est pas là, puis c'est tout, puis c'est pas à juger, c'est juste qu'elle n'en est pas là. Et pourquoi, par exemple, les personnes utilisatrices des outils d'intelligence artificielle générative les plus, euh, les plus utilisatrices, je vais le dire comme ça, je ne peux pas le dire autrement, bah, c'est des personnes qui sont en phase d'acculturation pédagogique. Oui, Intéressant. Ben, merci. Merci, franchement, ça a été un midi fort intéressant. Fort instructif. Donc, j'espère que, ben, je pense en tout cas en lisant le clavardage là, qu'il y a des gens effectivement qui partagent cet avis, qui ont beaucoup apprécié. Donc, ben, je vous remercie encore une fois, professeur Paclin, pour votre présentation, pour avoir été avec nous ce midi, pardon. Merci aussi aux participants et aux participantes qui étaient avec nous, qui sont encore là. Il y a quelques personnes qui ont dû quitter en cours de route. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'appréciation du webinaire, dont le lien a été déposé dans le clavardage tout à l'heure par Marie-Ève. Un courriel aussi vous sera transmis là, à la suite du webinaire pour vous inviter à le remplir si jamais vous ne l'avez pas fait avant de quitter. L'enregistrement du webinaire sera diffusé sur le site de la pédagogie universitaire prochainement, donc surveillez nos médias sociaux, ceux de pédagogie universitaire, entre autres, pour connaître notre programmation de l'hiver. Alors, on a d'autres sujets fort intéressants à venir. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée à tous et à toutes. Oui? oui, juste un petit point, c'est ma petite page de publicité et vous allez la comprendre. Nous sommes en train, je vous le dis parce que ça peut vous intéresser, de créer 10 modules de formation sur l'IA. Ça va de l'IA, de l'histoire de l'IA jusqu'à IA capacitation, IA inclusion, IA design pédagogique, IA évaluation. 10 modules de 4 heures chacun. 5 modules vont être disponibles à partir du 12 janvier. C'est gratuit, c'est offert à toute la communauté francophone de la planète et de la galaxie solaire. Est-ce que vous C'est qui? travaillez avec l'équipe de l'UQAM, de l'U2M, pardon? Non.
Non. Non, c'est une autre équipe parce qu'il y a des Oui. projets aussi. Et, euh, et avec des cégeps. Parce OK. que moi, je m'intéresse beaucoup à la transition. Et n'hésitez pas, et puis je partagerai le lien à, comment dire, prendre connaissance du colloque que nous organisons du 14 au 16 octobre 2026, qui est la deuxième édition du colloque Diversité et Réussite et qui porte notamment sur l'engagement, le bien-être et la capacitation en contexte d'IA. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci Merci. pour Merci. cette publicité, cette offre, effectivement, de partage. C'est tout à fait précieux. Donc, au plaisir de vous rencontrer de nouveau. Je pensais que vous alliez nous inviter à prendre un petit temps pour faire le point sur ce qu'on avait retenu de la rencontre avec vous, ce qu'on avait appris. Ben, moi, je pense que vous, il vous faut le faire chacun de votre côté. Oui, Vraiment, moi, je le fais aussi toujours pour moi, de me dire, mais au fond, voilà. Mais voyez, imaginons les uns les autres, et c'est entre soi et soi, mais vous allez quitter, vous allez vaquer à d'autres occupations, et quelqu'un va vous poser la question, ah, qu'est-ce que tu viens de faire? Ah, j'étais là. Qu'est-ce que tu en retiens? Quels sont les deux, trois mots que vous retenez? Juste pour vous. Vous pourriez les mettre dans le clavardage, vous pourriez enfin, faire comme vous voulez, mais déjà envers soi. Qu'est-ce que je retiens? Et de prendre ce temps. Parce que je suis sûr que quand je vous dis ça, vous pouvez sentir en vous une forme d'émotion de dire, oui, mais c'est vrai là. De se questionner, qu'est-ce que j'ai retenu là? Tout simplement. Rachida, elle a l'air d'accord, là. Qu'est-ce que j'ai retenu? Ben voilà, je vous invite à réfléchir à ça, hein, avant de passer à autre chose et avant de sortir votre doudou numérique. Il est bien où il est, vous inquiétez pas, il va bien, il va bien. il repose. Une expression qu'on va retenir. Oui. Merci beaucoup. À la prochaine. En tout cas, Merci merci. beaucoup. Bonne Merci, à continuation à vous. Bye bye. Merci. Bon après-midi tout le monde. Merci. bientôt.